Bonjour et bienvenue au château de Chantilly, je m'appelle Baptiste Rely et on va parcourir ensemble l'exposition Regardez l'histoire en face, l'Italie du 19e siècle au musée Condé. Ce que les visiteurs vont découvrir dans cette exposition, c'est une promenade très libre qui essaiera de restituer les impressions que ressentent les voyageurs quand ils séjournent en Italie au 19e siècle. La première question que nous nous sommes posée, ça a évidemment été de savoir ce qui changeait au 19e siècle par rapport au siècle précédent. Et vous savez que le voyage en Italie a une très longue tradition. Albrecht Dürer, au XVIe siècle déjà, voyage en Italie, à Venise pour se former. Beaucoup d'autres artistes lui embrayent le pas. Et au XVIIIe siècle, ça prend le nom de Grand Tour. Et en fait, on s'est aperçu qu'une chose changeait au XIXe siècle quand on relit les récits de voyageurs et quand on s'attache vraiment à comprendre ce qui attire les artistes en Italie. Et la grande nouveauté, c'est l'irruption de l'Italie contemporaine dans le regard des voyageurs. C'est-à-dire qu'on ne va plus en Italie uniquement pour y découvrir les vestiges antiques ou pour y découvrir les chefs-d'œuvre de la Renaissance, mais l'Italie est prise au XIXe siècle dans une grande aventure historique et politique qu'on appelle le Risorgimento. C'est un long trend de victoires, de défaites, d'espoir qui est toujours très incertain et qui débouche en 1871 sur l'unification de la péninsule et la création du premier royaume d'Italie. Et l'une des pistes que nous avançons dans cette exposition, c'est qu'en fait, l'actualité brûlante politique qui se trouve en Italie à ce moment-là et qui fait apparaître le peuple italien comme un acteur de l'histoire, impose cet élément nouveau dans le regard des voyageurs. Stendhal, par exemple, écrit dans ses promenades à Rome qu'il n'arrive presque plus à parler d'art avec ses compagnons de voyage parce que tout le monde ne parle plus que de politique et on finit finalement par ne plus parler d'art que lorsqu'on craint la présence d'un espion. Et d'une certaine manière, c'est aussi Stendhal qui a donné la structure de l'exposition, puisque Stendhal explique le titre de l'exposition, Regardez l'histoire en face, lui est directement emprunté. Stendhal explique dans ses promenades à Rome qui sont à la fois des formes d'écrits sur l'art, mais aussi un vrai guide de voyage à destination des touristes. Stendhal écrit que quand on veut savoir l'histoire, il faut avoir le courage de la regarder en face. Et ce qu'il veut dire par là, c'est évidemment qu'il faut continuer à venir en Italie pour l'Antiquité, continuer à venir en Italie pour la Renaissance, mais qu'il faut aussi regarder en face l'Italie vive et l'histoire en cours d'écriture par le peuple italien. Et Stendhal est presque un ethnographe du peuple italien. Il décrit les mœurs, les costumes, les coutumes, toutes les grandes fêtes folkloriques qu'il rencontre. Et c'est la grande nouveauté du voyage en Italie au XIXe siècle. La première salle du parcours dans laquelle nous sommes ici vous permet d'apprécier ce qu'a été ce que les auteurs appellent la première Italie. Chateaubriand l'appelle l'Italie des empereurs, évidemment l'Antiquité. Stendhal lui donne le même nom. Et en fait, cette salle vous montre comment les artistes qui arrivent en Italie au XIXe siècle s'approprient le vocabulaire de l'Italie antique à travers un exercice qui est très normé, très académique, qu'on appelle l'envoi de Rome. Parce qu'en fait, la plupart des artistes qui voyageaient en Italie au XIXe siècle le faisaient grâce à un prix, le prix de Rome, auquel ils pouvaient concourir à l'école des beaux-arts. S'ils étaient lauréats, ils avaient le droit de séjourner pendant plusieurs années, 4 ans ou plus, à la Villa Médicis à Rome. Et pour évaluer de leur progrès artistique et du bien fondé de l'attribution de cette pension dont ils bénéficiaient, ils avaient l'obligation d'envoyer à intervalles réguliers à Paris, à l'école des beaux-arts, des envois, c'est-à-dire des copies qu'ils réalisaient d'après les monuments qu'ils étudiaient, et leurs envois étaient jugés par les professeurs dans des séances dont on conserve les procès-verbaux. Donc les œuvres que vous voyez ici sont d'une part des envois qui n'avaient jamais été présentés au public auparavant. Ces envois vous montrent que certains lieux et certains monuments attirent tout particulièrement l'attention des voyageurs, puisque 2 d'entre eux dans cette salle traitent de Pompéi et d'Herculanum, qui sont des grands sites de fouilles qu'on découvre au siècle précédent, mais qui restent de nos jours encore des chantiers de fouilles archéologiques permanentes. Vous voyez aussi la liberté que s'arrogent parfois les artistes dans la réalisation des envois, puisque dans le cas qui est juste ici, cette paroi noire, qui est une fresque à Pompéi, l'artiste procède avec un grand mimétisme, un grand souci d'exactitude, et l'envoi est aussi neutre que possible. Tandis que dans d'autres cas, je pense par exemple aux différents fragments qui sont plus loin dans la salle, dessinés par Alfred Normand, on voit que l'artiste a composé
de manière extrêmement libre et de manière très réfléchie, un ensemble d'objets qui sont des amphores, des fragments de méduses, des chandeliers, des pièces de mobilier, qui ont toutes été découvertes dans la même maison de Pompéi. Les artistes arrivaient à Rome, mais rayonnaient ensuite dans toute l'Italie. Et dans ce cas précis, Alfred Normand a inscrit sur un socle le nom de la personne à qui appartenait la maison à Pompéi, et il a assemblé les différents fragments mis au jour dans sa demeure dans une composition pyramidale, symétrique. Il a même représenté le Vésuve à l'arrière-plan pour donner un élément de contexte aux objets qu'il représentait. Et le grand format de ces envois, leur aspect extrêmement coloré, nous donne presque l'impression d'être devant des affiches de péplum hollywoodien aujourd'hui finalement. Et les envois permettent aussi de mesurer le glissement qui s'effectue progressivement dans le regard des artistes, puisqu'un autre envoi qui se trouve juste ici, qui est également dessiné par Alfred Normand, vous montre l'arc de Titus, qui est l'un des monuments antiques les plus célèbres de Rome, précisément parce qu'il représente sur un bas-relief la spoliation du temple de Jérusalem. Et l'artiste représente non seulement le monument dans l'état qui est celui dans lequel il est au XIXe siècle, mais il représente aussi un petit personnage, un Romain complètement contemporain de l'artiste, adossé au monument, et c'est là une forme d'irruption qui est symptomatique de l'apparition de l'Italie contemporaine dans le regard des artistes. D'autres artistes qui préfèrent faire revivre l'Antiquité à travers une approche éminemment fantasmée s'éloignent de l'exercice très normé des envois de Rome, au sein duquel la notion de copie est essentielle, pour préférer des scènes qui reprennent des épisodes de l'Antiquité qui sont parfois célèbres, comme Motet, qui était un élève d'Ingres à la Villa Médicis, et on voit la manière dont Motet reprend dans sa composition complètement les astuces architecturales et proprement antiques qu'Ingres développe lui-même dans la peinture de la Stratonis, dont on expose ici une photographie ancienne, puisque l'original, que nous conservons aussi, est présent au Jeu de Paume, pour les visiteurs qui visiteront l'exposition Ingres et ses princes. Motet représente ici un épisode antique célébrissime, c'est Zeuxis, un artiste auquel on confie la tâche très difficile de représenter Hélène de Troie, qui passait pour être la plus belle femme du monde. C'est elle qui est la cause de la guerre de Troie. Et comment faire, quel modèle choisir quand on doit représenter la plus belle femme du monde? Zeuxis procède un peu à la manière de Frankenstein, c'est-à-dire qu'il prélève sur de nombreux modèles qui viennent poser pour lui les plus belles parties des corps de chacune, et il assemble ensuite une femme idéale. Et sur l'œuvre, vous voyez en fait à gauche un groupe de femmes qui arrivent, ce sont des modèles qui sont encore vêtues, elles vont poser pour Zeuxis. À droite de la composition, des femmes qui sont plus dévêtues, séparées en deux groupes. Au premier plan, un groupe de femmes dont Motet appuie particulièrement la beauté, qui sont très sereines, et derrière elles, des femmes qui se consolent les unes les autres. Sans doute celles du premier plan ont-elles retenu l'attention de Zeuxis pour certaines parties de leur corps, et celles de l'arrière-plan, non. Et l'action principale n'est pas visible au premier abord, puisque Motet emboîte le pas à Ingres dans l'idée d'utiliser de grands rideaux pour dissimuler à moitié certains événements qui font le sujet de leur tableau. Et en fait, on devine à contre-jour la silhouette de Zeuxis qui est accroupie derrière le grand rideau vert qui masque la partie centrale de la composition. Et on devine aussi la silhouette d'une femme dévêtue qui est en train de poser pour lui. L'un des autres artistes qui fait revivre l'Antiquité, sans doute plus qu'aucun autre, est Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme était un ami du duc d'Aumale. Le duc d'Aumale lui avait acheté une peinture. Et Gérôme est sans doute l'un des artistes du XIXe siècle qui a le mieux compris l'intérêt qu'il y avait à tirer de la reproduction photographique. Jérôme envoyait des photographies de toutes ses peintures au duc d'Aumale. Il faisait systématiquement photographier ses peintures pour les diffuser. C'est l'un des ressorts de sa célébrité. Et l'une des peintures, qui s'appelle Ave César, ceux qui vont mourir te saluent, qui est montrée ici à travers une photographie ancienne, vous montre des gladiateurs en train de saluer un empereur. À l'arrière-plan, on retire les corps morts des combattants précédents. La scène se déroule dans le Colisée, et un détail nous montre que Jérôme et les artistes autour de lui faisaient de même, suivaient de très près les progrès de l'archéologie, puisque par-dessus le Colisée, on aperçoit un grand système de filets et de voiles, qui est en fait une manière de tendre un grand vélum pour que les spectateurs des jeux soient à l'ombre pendant les spectacles. Et pour que Jérôme ait su qu'un vélum avait existé sur le Colisée, il a fallu qu'il suive de très près les découvertes archéologiques qui s'effectuaient. Pour autant, certains anachronismes demeurent dans ses peintures, puisqu'il est évidemment tributaire de l'avancée de la recherche scientifique. Et on sait aujourd'hui que le type de salut qu'adressent ici les gladiateurs à l'empereur ne peut pas être contemporain de l'état du Colisée tel qu'il apparaît ici.
La deuxième section du parcours de l'exposition dans laquelle nous sommes est consacrée à la deuxième Italie qu'identifient les voyageurs, que Chateaubriand appelle l'Italie des papes, c'est-à-dire l'Italie de la Renaissance, mais aussi du Moyen-Âge et de la Haute Époque, puisque ces trois périodes, qu'on distingue aujourd'hui de manière beaucoup plus rigoureuse, étaient à l'époque confondues. Et là aussi, des envois de Rome nous permettent de mesurer quels sont les monuments qui focalisent l'attention des artistes, qui sont l'objet de tous les regards. C'est évidemment le cas de la Villa Médicis, qui apparaît ici à travers ce grand dessin, qui est un relevé de sa façade sur jardin. Ce dessin réalisé par Gaston Redon, qui est le frère d'Odilon Redon. Il était architecte. C'est un dessin qui est inédit, présenté ici pour la première fois, comme les autres envois de cette salle, puisqu'en fait, le château de Chantilly a un lien très étroit avec l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts fait, comme le château de Chantilly, partie de ce qu'on appelle l'Institut de France. De nombreux membres de l'Académie des Beaux-Arts, comme Alfred Normand ou Louis Bernier, ont, à travers le temps, légué leurs œuvres au château pour compléter les collections du duc d'Aumale. Et en fait, ce sont des œuvres qui peuvent circuler, qui peuvent être prêtées, qui peuvent être montrées, puisqu'elles ne sont pas soumises aux mêmes clauses strictes que le duc d'Aumale avait exigées, c'est-à-dire que ces œuvres, non seulement ne soient pas décrochées et accrochées différemment, mais en plus qu'elles ne quittent jamais le domaine de Chantilly. Donc ce sont ici des œuvres qui sont exemplaires des envois de Rome, et qui vous montre, dans le cas des deux dessins qui sont ici et qui forment en fait un seul et même envoi, que les artistes cherchaient évidemment à éviter, autant que faire se peut, la comparaison, qui pouvait être très dure entre eux, et ils savaient pertinemment que s'ils copiaient un monument qui avait déjà fait l'objet de nombreux envois auparavant, ils allaient être comparés, alors qu'il y avait aussi une possibilité de choisir des monuments plus confidentiels. C'est ce qu'a fait ici cet artiste. Les professeurs qui ont à juger de cet envoi reprochent à Giraud la confidentialité peut-être un peu trop importante de cette œuvre au regard de l'intérêt qu'auraient pu revêtir d'autres monuments plus importants. Et cela souligne la deuxième grande fonction des envois de Rome, qui n'était pas seulement de permettre d'évaluer les progrès des pensionnaires, mais aussi de diffuser auprès des artistes beaucoup plus nombreux qui ne pouvaient pas voyager en Italie, qui demeuraient à Paris, donc diffuser auprès d'eux des images de ce que l'on découvrait et de ce que l'on considérait comme indispensable comme culture visuelle des artistes en formation. La photographie est très présente dans l'exposition parce que c'est un rappel en fait de ce qui change au XIXe siècle aussi, dans l'expérience que font les voyageurs à travers l'industrialisation, non seulement des modes de transport, puisque le chemin de fer se développe, les premières agences touristiques apparaissent, c'est le cas de l'agence Cook qui est créée au début du XIXe siècle et qui existe toujours, les guides touristiques se développent, les photographies diffusent de manière internationale les images des chefs-d'œuvre que les voyageurs viennent admirer, qu'ils ont donc déjà eu l'occasion de voir en reproduction avant de les découvrir en réalité. Et cette salle vous montre deux des plus grands noms qui focalisent évidemment l'attention des voyageurs à la Renaissance. Michel-Ange, qui apparaît ici à travers la photographie de sa sculpture Moïse. Moïse est un exemple parfait des monuments qui retiennent les voyageurs du début jusqu'à la fin du siècle, puisqu'au tout début du siècle, Chateaubriand l'évoque déjà dans des lettres qu'il publiera ensuite dans ses mémoires d'outre-tombe, et à la fin du siècle, Sigmund Freud lui consacre l'un de ses rares écrits sur l'art lors d'un voyage à Rome. Donc c'est une sorte de fil rouge à travers le siècle. En face de lui, un relevé d'après une voûte dessinée par Raphaël, l'un des autres grands phares de la Renaissance italienne, et qui vous montre différents médaillons et surtout des décors à grotesques qui se trouvent dans la villa Madama, dans les environs de Rome. Et là aussi, un petit écho à Ingres, dans cette salle, à travers la photographie ancienne que le duc d'Aumale a fait prendre de Paolo et Francesca, l'une des peintures qu'il conserve et qui est elle aussi exposée au Jeu de Paume dans notre rétrospective. Paolo et Francesca, c'est un sujet qui est tiré de la Divine Comédie de Dante. Francesca trompe son mari avec Paolo, le mari trompé les tue tous les deux, et tous les deux finissent au cercle de la luxure, aux enfers, où ils apparaissent dans la Divine Comédie. Et en fait, la raison pour laquelle Dante fait l'objet d'un grand regain d'intérêt au XIXe siècle est en partie politique. Et c'est aussi la raison pour laquelle des artistes renouent avec la Divine Comédie pour y trouver des sujets à représenter. En fait, l'Italie du XIXe siècle, qui est en quête d'unification, voit en Dante une forme de précurseur, puisque Dante est l'un des premiers auteurs à n'écrire ces textes ni dans un dialecte régional, local,
ni en latin, mais bien dans une forme d'italien qu'il voulait être accessible au plus grand nombre. Et c'est donc une forme de figure annonciatrice de l'unité italienne et surtout un révélateur du fait qu'il existe une culture italienne, que la culture italienne est une entité homogène et ancienne qui a une longue histoire et que le morcellement de l'Italie au XIXe siècle, qui est autrichien au nord-ouest, espagnol au sud, catholique au centre et français au nord-ouest, apparaît comme finalement artificiel et apparaît comme une erreur de l'histoire que le Risorgimento se propose justement de réparer. Cette salle est entièrement consacrée à un artiste, Bartolomeo Pinelli, qui est emblématique de toute la troisième section de l'exposition, consacrée à l'Italie des peuples. C'est la troisième grande Italie dont les voyageurs font l'expérience au XIXe siècle. La notion d'Italie des peuples est directement théorisée par Giuseppe Mazzini, l'un des autres pères fondateurs du Risorgimento et de la nation italienne. Il estime justement qu'après l'Italie des empereurs, l'Italie des papes, il est temps de faire advenir l'Italie des peuples. Et Bartolomeo Pinelli est un artiste dont la portée politique a souvent été minimisée au profit d'une forme de réduction de son travail à une seule dimension pittoresque. En fait, c'est un artiste qui était d'abord très politisé dans sa vie, puisque au moment où les soldats de Napoléon lancent la campagne d'Italie et traversent les Alpes, Pinelli prend les armes pour contrer la France, sans succès. En revanche, il met en œuvre dans ses œuvres des dessins, des gravures, principalement, quelques peintures aussi, mais beaucoup plus rares, tout le folklore italien, tout le pittoresque italien. Et il y a évidemment une dimension commerciale dans son travail qu'on ne doit pas minimiser, puisque les voyageurs du Grand Tour et au XIXe siècle qui vont à Rome repartaient largement avec ce genre de dessins qui étaient comme des souvenirs de voyage, qui leur rappelaient tout le pittoresque et toutes les couleurs du peuple italien. Mais pour autant, Pinelli s'emploie aussi à conserver dans ses œuvres ce qu'il considère être l'identité italienne dans son essence. Il met en avant des notions qu'il considère comme étant des traits de caractère propres à l'Italie, comme le respect de la parole donnée, le respect des liens familiaux, le respect de l'honneur, par exemple. Il annote ses dessins qui vous montrent des costumes très pittoresques, il les annote en précisant à chaque fois de quelle localité provient le costume représenté. Tivoli, Frascati, bien d'autres lieux. Il représente aussi les scènes d'une grande religiosité où l'on voit des femmes italiennes embrasser des reliques, où l'on voit des pénitents de Sacone dans leurs grandes capuches blanches, qui sont des éléments que les voyageurs rencontrent en Italie et qui les frappent beaucoup puisque en France, au même moment, on est déjà habitué à une société beaucoup plus sécularisée. Donc ces grandes démonstrations de ferveur religieuse arrêtent beaucoup les voyageurs. Pinelli représente aussi le peuple de Rome, notamment des sujets comme aucun artiste ne l'avait fait avant lui. Je pense par exemple au dessin qui est juste ici, un important travail de recherche que nous avons mené en partenariat avec une historienne de l'art américaine, Roberta Olson, qui a consacré sa vie de chercheuse à travailler sur l'Ottocento, donc le 19e siècle italien. Ce dessin était inventorié chez nous comme le portrait d'un enfant réalisé par Bartolomeo Pinelli. Roberta Olson a réussi à retrouver l'identité du sujet, qui n'est en fait pas un enfant, mais qui est un nain. Elle a retrouvé son nom, Giovanni Giganti. Elle a retrouvé son surnom, le pseudonyme, si on peut dire, qui lui était donné par les voyageurs. Ce pseudonyme, c'est Baiocco. Un Baiocco, c'est une pièce de monnaie qui était frappée dans les États pontificaux et qui valait quelques centimes. Et pour dire à quel point le peuple de Rome devient un centre d'attraction pour les visiteurs et les voyageurs qui parcourent l'Italie, on sait que Pinelli, par exemple, a représenté Baiocco à d'autres reprises. Sur un autre dessin qu'il a réalisé de lui, il précise même la durée de 20 minutes qu'il lui a fallu pour réaliser son dessin. Et sans doute que ces dessins étaient des exercices de virtuosité que Pinelli réalisait sur le motif, sur le moment, à la demande d'un voyageur qui voulait repartir avec un portrait de Baiocco. Et Baiocco est décrit dans les récits de voyage aussi. Un autre trait caractéristique qui a permis de l'identifier, c'est son carrick, qui est ce grand manteau en col de cap qu'il porte. Ce carrick lui a été offert un jour par un voyageur et c'est devenu d'une certaine manière le signe distinctif de Giovanni Giganti. Et ce qui est assez amusant, c'est que là aussi on devine une filiation
artistique et touristique à travers les âges, puisque Baiocco, ce surnom que prennent certains mendiants à Rome, on sait que Giovanni Giganti mendiait sur la place d'Espagne et un siècle plus tôt, un autre Baiocco mendiait déjà sur la place d'Espagne et lui a été pour sa part peint par Fragonard lorsqu'il était de passage à Rome. Donc on retrouve à travers les artistes et à travers les récits de voyage des filiations qui s'établissent et qui permettent d'inscrire le peuple italien dans la droite ligne d'une histoire très ancienne. Et Pinelli insiste beaucoup sur ses œuvres, donc par exemple sur ce dessin qui vous montre des Italiens, des vendangeurs qui rentrent de leur labeur et qui dansent sur les rives du Tibre sous une pleine lune. En fait, Pinelli insiste beaucoup sur le fait que ces vendangeurs travaillent les mêmes terres que leurs ancêtres, avec les mêmes outils que leurs ancêtres, puisque l'industrialisation n'arrive en Italie que très tard, beaucoup plus tard que dans le reste de l'Europe, du fait précisément du morcellement et des grandes difficultés administratives qui entraînent un sous-développement économique. Et en fait, les voyageurs sont très frappés par le fait que les vendangeurs italiens du XIXe siècle continuent à célébrer leurs vendanges avec les mêmes rituels ancestraux et archaïques que leurs ancêtres. Et c'est une manière pour Pinelli d'inscrire l'Italie contemporaine comme l'héritière directe de l'Italie antique, et l'Antiquité, c'était précisément ce moment dans l'histoire où l'Italie était unifiée et formait une entité culturelle homogène. Cette salle vous montre à quel point Pinelli a eu un impact visuel très fort sur les artistes et à quel point ses œuvres ont ouvert les portes au pittoresque italien. Vous voyez à ma droite une peinture d'Hortense de Burlesco. Elle va à Rome, elle séjourne à la Villa Médicis et elle y travaille, mais pas parce qu'elle est lauréate du prix de Rome, c'était impossible pour les femmes à l'époque, mais parce qu'elle y est imposée par son maître, Guillaume le Tiers. Et Hortense de Burlesco collabore avec Pinelli pour transposer en peinture les sujets qui avaient fait sa célébrité au dessin et en gravure. C'est une iconographie caractéristique de l'époque, puisque ce qui est ici un marchand de reliques avait un temps été appelé le marchand de fausses reliques. Or, en retournant aux archives, on s'est aperçu que c'était bien le marchand de reliques, simplement, le titre de cette œuvre. Et c'est important parce que ça modifie le regard qu'on pose sur elle. Il n'y a aucun sarcasme, aucune moquerie dans l'approche de l'artiste qui représente des Italiens agglutinés autour d'un marchand de reliques qui dévoile sa marchandise. Au contraire, il y a une fascination pour cette dévotion, pour cette ferveur religieuse qui apparaît comme d'un autre temps. Et quand on met bout à bout l'extrême religiosité des artistes, les manifestations de ferveur populaire, l'aspect archaïque de l'agriculture, des rituels comme le carnaval ou les fêtes populaires, on s'aperçoit que la quête de primitivisme, qui s'affirmera plus tard dans le siècle avec Gauguin, par exemple, qui ira en Tahiti, apparaît déjà comme un moteur du voyage en Italie au début du siècle chez des artistes qui recherchent une société qui a su préserver ses modes de vie archaïques et exempte de toute modification du fait de l'uniformisation des modes de vie à l'époque de l'industrialisation, d'une certaine manière. À gauche, c'est une autre œuvre dont le sujet est absolument caractéristique de l'Italie du XIXe siècle, puisqu'il s'agit d'une brigandesse, la compagne d'un brigand, qui fait son choix parmi le butin larciné par son compagnon. On voit la jambe d'un voyageur malheureux dépassée dans le coin inférieur droit de l'œuvre. En fait, c'est un sujet qui est caractéristique. Pourquoi ? Parce que Stendhal consacre de nombreuses pages aux brigands dans ses promenades à Rome et qu'il explique qu'en fait, les brigands, qui ne sont pas du tout des brigands d'opérette, mais vraiment une vraie menace sur les routes pour les voyageurs, les brigands trouvent un appui auprès de la population locale et fascinent les voyageurs en raison de leur aspect évidemment marginaux. Ils défient l'ordre établi et c'est parce qu'on juge que l'ordre est établi par des princes despotiques qui font obstacle au risorgimento que l'on soutient les brigands, que la population italienne s'identifie à ces brigands qui sont d'une manière le bras armé qui combat les lois qui sont considérées comme despotiques et iniques des princes locaux. Et l'œuvre qui est à côté de cette peinture de Léon Cognet est un portrait d'Italienne qui est réalisé par l'un des élèves de Léon Cognet, Charles-Octave Blanchard, qu'on a voulu exposer ici précisément parce qu'à l'inverse de la peinture d'Hortense de Burlesco ou de la peinture de Léon Cognet, qui sont complètement caractéristiques de la peinture de cette époque, le portrait de Blanchard dénote complètement
puisqu'il représente sur un mode extrêmement digne et extrêmement honorable un sujet qui est d'habitude très modeste, humble. Vous voyez que c'est une femme qui est entre deux âges, on ne saurait vraiment dire si elle est encore adolescente ou si c'est déjà une femme. Sa coiffe est très usée, les fils se défont, son buste également est très usé et abîmé, et pour autant Blanchard l'a représentée avec un orage à l'arrière-plan, un regard très dur et un visage un port altier qui dénote complètement, parce qu'en fait ce qui fascine les artistes d'habitude c'est plutôt le pittoresque de la misère du petit peuple de Rome. Et l'artiste qui a ouvert les portes à tous ces sujets s'appelle Léopold Robert. Léopold Robert a connu une consécration officielle de par ses envois au salon qui représentaient, si l'on se fie aux peintures qui sont ici, le lendemain du tremblement de terre, une femme italienne assise sur les ruines de sa maison, avec le Vésuve qui fume au loin, elle a tout perdu, ou la Confidence qui représente deux Italiennes, l'une consolant l'autre d'un malheur amoureux. Ces peintures sont envoyées par Léopold Robert qui travaille à Rome, au salon à Paris. Elles correspondent au goût de Louis-Philippe qui remet la Grand Croix de la Légion d'honneur à Léopold Robert pour ses peintures. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, la hiérarchie des genres est reconfigurée, puisque les artistes qui craignaient de céder au pittoresque pour leurs œuvres ne le craignent plus désormais, puisqu'en fait, le grand genre, la peinture de sujets historiques, mythologiques ou religieux, n'est plus le seul genre susceptible de leur ouvrir la porte des commandes royales, puisque le roi lui-même achète des sujets pittoresques que représente Léopold Robert. La Malaria, qui est une peinture d'Ernest Hébert, est exposée au Salon de 1849. Elle est immédiatement acquise par l'État, elle est aujourd'hui au musée d'Orsay. Mais la composition a un tel succès qu'on commande de nombreuses répliques autographes à Hébert. Le duc d'Aumale en achète une, que vous voyez derrière moi. La malaria, c'est une maladie dont on ignore encore à l'époque qu'elle se propage à travers les piqûres de moustiques comme une forme de paludisme. On croit à l'époque que la malaria, qui signifie littéralement mauvais air en italien, contamine les paysans des environs de Rome à cause de l'air qu'ils respireraient dans les marais à certaines saisons de l'année. Donc on a la trace d'exode des environs de Rome qui quittent les marais pour rejoindre la ville et éviter la malaria. Hébert représente ici sur une barque des personnes qui sont atteintes de fièvre. Vous en voyez une grelottée sous une couverture, une autre qui a ouvert sa blouse puisqu'elle est visiblement écrasée de chaleur. Et un automnier conduit cette barque vers la ville de Rome qui apparaît à l'horizon lointain. Et cette œuvre, au moment où elle est présentée au salon, est comprise par Théophile Gautier comme une image de l'Italie vraie. Et effectivement, on la comprend comme une métaphore du peuple italien, qui est encore un peuple considéré comme malade, abandonné par ses élites, sans guide, à la dérive. Vous voyez qu'ici, la barque glisse dans un paysage complètement désolé où rien ne pousse. Ce qui est intéressant, c'est que nous conservons au château de Chantilly un dessin préparatoire à ce tableau. Et c'est un hasard et c'est complètement anecdotique, mais Hébert a représenté dans le coin inférieur droit de sa composition une petite hirondelle qui vole très bas. Et d'une certaine manière, ce que ces voyageurs ignorent et ce qu'Hébert ignorait lui-même, puisque on ne savait pas en 1849 que les piqûres de moustiques étaient liées à la propagation de la malaria, mais c'est que lorsque les hirondelles volent bas, c'est parce que l'humidité de l'air augmente, qu'une pluie est sur le point d'arriver, et que donc les insectes volent bas et les hirondelles les suivent. Et donc, avec l'arrivée de nouvelles pluies, le mal de ces voyageurs est en fait sur le point de s'aggraver encore d'un cran, puisqu'avec les chaleurs, de nouveaux moustiques se propageront dans les marais. Hébert, l'artiste, était un grand ami du duc d'Aumale, qui est donc, je le rappelle, le fondateur du musée Condé. Et la question de savoir ce qu'a été l'attitude du duc d'Aumale vis-à-vis du Risorgimento nous a occupés dès le départ, puisqu'il est lui-même fils d'un roi, mari d'une Bourbon-Sicile, fils d'une Bourbon-Sicile, cette famille qui tient le sud de l'Italie, et des rapports envoyés par l'administrateur des biens du duc d'Aumale en Sicile, puisqu'il est propriétaire d'un palais, le palais du Zucco, nous éclairent d'une certaine manière sur sa position. Puisque l'un des temps forts du Risorgimento, c'est le moment où Garibaldi, qui est le bras armé du mouvement de l'unification, débarque en Sicile pour conquérir tout le sud de l'Italie, faire tomber la maison de Bourbon-Sicile
et rattacher, ce faisant, ce qu'on appelle le Mezzogiorno, le sud de l'Italie, au pays. Et en fait, lorsque Garibaldi débarque, l'administrateur du palais du Zucco écrit au duc d'Aumale pour lui demander quelle devait être l'attitude à adopter vis-à-vis de Garibaldi et aussi vis-à-vis des soldats napolitains qui débarquaient de l'autre côté de l'île pour contrer Garibaldi. Et le duc d'Aumale lui fait répondre qu'il faut observer la plus stricte neutralité et, je cite, laisser les choses se faire. Et en fait, cette attitude du duc d'Aumale est très évocatrice de l'attitude qui a largement été celle d'une part de l'aristocratie italienne. Vous connaissez peut-être le film Le Guépard, qui est tiré d'un roman de Lampedusa, dans lequel une réplique assez célèbre, elle aussi, fait dire au jeune Tancrède, à son oncle, le prince Salina, qui s'étonne que Tancrède, qui est issu de l'aristocratie, veuille rejoindre les troupes risorgimentistes. Tancrède lui répond qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et la seconde partie de la réplique, c'est si nous ne prenons pas notre part au combat, ils vont nous faire une république. Donc à un certain moment donné, il a dû apparaître comme une forme d'évidence que le Risorgimento était devenu inévitable et qu'il allait aboutir, du fait de Garibaldi qui rencontre un grand succès dans ce qu'on appelle l'expédition des 1000, puisque selon la légende, Garibaldi aurait été accompagné de seulement 1000 hommes pour conquérir le Mezzogiorno. Garibaldi offre le sud de l'Italie à Victor Emmanuel, qui est le roi du Piémont et de la Sardaigne, dans le nord-ouest. Victor Emmanuel parvient à chasser les Habsbourg, qui étaient au nord-est de l'Italie. D'une certaine manière, le Risorgimento devient donc inéluctable, et on veut éviter qu'il prenne une forme trop radicale. Donc, d'une certaine manière, le duc d'Aumale a dû comprendre que le changement allait arriver, et il a voulu prendre sa part au mouvement sous une forme qui n'est pas tout à fait claire, mais qu'on peut deviner à travers un détail, c'est que Garibaldi donne l'ordre à ses hommes de respecter et de ne pas pénétrer les propriétés du duc d'Aumale en Sicile lorsqu'ils passent à proximité. En fait, le duc d'Aumale, à ce moment-là, était en exil en Angleterre, où il était très ami avec un certain Antonio Panizzi, conservateur au British Museum, qui aide le duc d'Aumale à faire l'acquisition des très riches œuvres du duc de Berry, qui sont l'un des plus beaux manuscrits du monde, que nous conservons au château de Chantilly. Panizzi était un émigré italien qui avait précisément dû fuir l'Italie du fait de ses convictions politiques pro-Risorgimento. Il fait affréter à ses frais des bateaux dont le commandement est parfois pris par Garibaldi lui-même, qui partent de Londres pour aller faire évader des prisonniers politiques à Naples, donc c'était quelqu'un d'extrêmement engagé. Garibaldi lui-même séjourne à plusieurs reprises à Londres pour essayer de sensibiliser des personnes à la cause italienne et pour essayer de lever des fonds. Sans doute a-t-il rencontré le duc d'Aumale à ce moment-là. Toujours est-il que dès le Risorgimento achevé, en 1871, le duc d'Aumale prend position dans la presse où il explique que c'est le droit des Italiens de réunir enfin un tout morcelé depuis des siècles. Et ce qui permet finalement de retracer ce dernier temps du Risorgimento, c'est une succession de guerres, puisque le duc d'Aumale était un militaire de carrière. Il commence sa carrière comme militaire en Algérie, et en fait, il a un goût pour l'art militaire qui se retrouve dans nos collections, ce qui transparaît ici au travers des dessins d'Auguste Raffet que nous exposons. Raffet, en 1849, suit l'armée française à Rome parce qu'il vient de se produire un moment fort du Risorgimento. Les républicains, menés par Giuseppe Mazzini, qui a théorisé le fait que l'Italie du XIXe siècle devait être l'Italie du peuple. Mazzini donc prend le pouvoir à Rome, chasse le pape des États pontificaux, parce que le pape était un autre obstacle au Risorgimento, et la France, par solidarité à la catholicité, envoie ses troupes pour aider le pape à regagner le Vatican et défaire les républicains. Ils y parviennent. Raffet arrive sur les lieux quelques mois après le siège de Rome. Les commentateurs de l'époque décrivent évidemment les ruines qui sont laissées par les bombardements français sur la ville de Rome et notent le paradoxe qu'il y a d'une part à voyager en Italie pour admirer les ruines antiques tout en provoquant de nouvelles ruines à cause des guerres modernes. Et le soutien de la France à la papauté sera indéfectible. C'est le verrou français qui empêche l'Italie de rattacher le Latium et les États pontificaux au royaume d'Italie, jusqu'à ce qu'en fait une autre guerre, la guerre franco-prussienne, contraigne Napoléon III à rapatrier tous ses soldats au nord pour faire face à la menace prussienne. Et après la défaite de Sedan, le Second Empire étant tombé,
les Italiens parviennent à reprendre les États pontificaux, font de Rome la capitale du royaume d'Italie, et c'est le moment à partir duquel on considère que le Risorgimento prend une forme d'achèvement, bien que certaines zones de l'Italie restent encore à conquérir. Donc voilà cette exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 1er octobre, dont le commissariat a été assuré par Emmanuel Bourgerolles et moi-même, que nous avons tous eu beaucoup de plaisir à préparer. Le catalogue, dans la mesure où c'était des œuvres qui étaient inédites pour les 9/10 d'entre elles, nous avons eu le souci de confier les notices à des grands spécialistes internationaux qui ont bien voulu écrire sur nos œuvres, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le parcourir qu'à visiter l'exposition que nous-mêmes avons eu à la préparer.